Nous sommes de retour pour ce nouveau numéro de Cet Écho avec pour invité M. Zébi Alfred. Nous parlons justement de son parcours et on va aborder la question du sport et de la collaboration avec Didier Drogba, l'icône du football ivoirien. Alors du coup, vous avez travaillé avec la Fédération ivoirienne de football sur les stratégies de marketing pour remplir les stades. Vous en parlez justement dans la première partie de cette émission. C'était quoi les axes principaux de cette stratégie? Alors d'abord c'était avoir du sponsoring, donc comment attirer les sponsors, et pour les attirer il faut attirer bien sûr le public, et donc c'est un peu un cercle, il faut créer qui de la poule ou de l'œuf, donc on avait décidé de mettre en avant différents moyens d'avoir du sponsoring. Et l'un des problèmes aussi c'était comment ne pas arriver, ou en tout cas des axes, comment ne pas arriver à faire de chacun un sponsor. Pourquoi ne pas arriver à faire donc de monsieur qui a un restaurant un sponsor sur un match, sur 2 matchs, sur 3 matchs. Et comment on pourrait arriver à faire ça? Avec une flexibilité au niveau des panneaux. Okay. Donc avoir des panneaux qui ne sont pas annuels, mais tu peux prendre un panneau pour peut-être un match, 2 matchs. Mais je peux dire, moi, mon panneau était sur le match à sec contre... Et donc là, vous étiez fiers, vous étiez visible, et vous contribuez donc à relancer l'économie du football ivoirien. Mais c'est vrai que c'est difficile avec ce qu'on voit aujourd'hui. On a du football à saturation, matin, midi, soir, on a du football. Ils ont fait en sorte que chaque jour, aujourd'hui, il y a un match. Et malheureusement, on a très peu de lucarnes pour nos matchs locaux. Donc c'est bien qu'il y ait eu la télévision, c'est très important que Canal diffuse. Maintenant, il faut qu'on mette en place il faut que les gens y aillent, il faut mettre en place un spectacle. Il faut que ce soit un vrai spectacle. À côté de l'objectif de remplir des stades en Côte d'Ivoire, vous avez collaboré avec Didier Drogba. Vous avez justement été impliqué dans son transfert à Galatasaray. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans les coulisses de cet épisode? Non, j'étais juste, comme je connaissais Didier et que je travaillais avec la FIF à l'époque, avec le président, feu président, il y avait Sori Diabaté, puis il y avait Sidi Diallo. J'ai demandé vraiment est-ce que Didier pourrait avoir un peu de temps pour cette négociation, et donc c'est moi qui ai transporté ou qui a accompagné l'équipe donc, de Galatasaray, les négociateurs, avec l'agent de Didier, Tierno. D'accord. Je les ai conduits jusqu'au camp de base. Et donc, on a pris une salle, on a travaillé. Ils ont travaillé, j'étais à l'extérieur, je n'étais pas dans la salle, je n'étais pas négociateur. Mais c'est moi qui leur ai remis le contrat pour aller faire les photocopies pour qu'ils puissent signer le contrat. Donc, j'ai transporté, j'ai fait la photocopie du contrat et j'ai pris la photo officielle du transfert. Voilà. Et par la suite, vous avez également rejoint la fondation Didier Drogba. Les projets qui vous rendent le plus fier pendant cette période? D'abord, c'était de collaborer avec lui. C'est toujours une fierté de travailler avec une icône nationale. Et l'idée, c'était d'apporter justement mon expertise donc, du monde humanitaire, du monde des Nations Unies et autres, parce que c'est la même chose, c'est contribuer à faire du bien, contribuer à développer. Et on a fait des choses intéressantes. On a ouvert une école, on en a encore d'autres en cours. On a fait des dons, bien sûr, à certains niveaux. On a mis en place un bus, une clinique mobile pour le cœur, qui était un projet intéressant, qui a tourné, qui a pu quand même faire de la détection et un peu de soins. Donc on a fait des projets intéressants. On a fait des opérations de jeunes, avec des docteurs qui sont venus pour les opérer ici en Côte d'Ivoire. Donc on a fait des choses intéressantes. Je pense qu'on peut faire encore mieux. Beaucoup d'actions. Hein, aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que cette expérience vous apporte en termes d'humanisme? Avec Didier ? Oui. Non, c'était une expérience intéressante et importante parce que je pense qu'il faut, quelque part, c'est un noble objectif, donc de contribuer grâce à sa notoriété à financer des projets humanitaires. Donc on l'a fait. Et je pense qu'il faut qu'il continue, c'est bien ce qu'il fait. Moi, j'ai dû prendre ma route parce que c'est vrai que c'était pas financièrement, il fallait que je vive aussi. Donc, à un moment donné, il fallait que je prenne ma route. Et c'était difficile de se séparer, mais bon, voilà. À un moment donné, vous avez pris votre route. Aujourd'hui, vous revenez dans le sport comme étant consultant sur la protection des sportifs. Pourquoi est-ce que ce sujet-là est aujourd'hui devenu si important pour vous? Alors, en fait, c'est quelque chose que je fais depuis des années dans le monde humanitaire. Donc, de la corruption, de guillemets, je suis passé dans tout ce qui est protection des hommes,
Quand je dis homme avec un grand H, donc c'est tout ce qui est abus sexuel sur les gens qui bénéficient de l'aide humanitaire. D'accord. Il y a beaucoup d'abus et donc il faut des gens qui aillent faire des enquêtes. Donc j'ai fait beaucoup d'enquêtes, beaucoup de formations dans ce domaine-là, que ce soit en Haïti, que ce soit en RDC, que ce soit en Centrafrique, en Irak, vraiment couvert le monde pour ça. Et donc cette expertise-là, l'amener dans le domaine du sport, c'est important. Aujourd'hui, on a beaucoup de sportifs qui sont abusés parce qu'ils veulent réussir. Donc des gens mal intentionnés abusent de leur position, déjà en tant que coach ou entraîneur, personne ayant une autorité sur les joueurs. Et donc aujourd'hui, il y a un mouvement qui se met en place dans le monde entier. Et je pense que l'Afrique doit le suivre et l'Afrique le fait. La CAF, par votre expérience, est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui possible ou facile pour les sportifs de parler lorsqu'ils sont abusés sexuellement? C'est pas facile, on doit le faciliter. Ok. C'est pas que ça n'existe pas. Vous avez mis le doigt sur le problème, on n'en parle pas. Donc il faut pouvoir en parler de façon sécurisée, donc ne pas se mettre en danger quand on en parle, et il faut agir. Et c'est dur d'agir parce que les gens sont parfois des gens puissants, on n'ose pas parler, on a peur même. J'ai eu des cas où c'était les familles qui disaient aux joueurs, c'est pas grave, on veut que tu sois un pro parce que demain quand tu vas être pro, tu vas pouvoir nous aider. Et les cas, c'est où, en Côte d'Ivoire? Non, ça c'était pas en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais il y a des cas en Côte d'Ivoire, j'en suis persuadé. Il y a eu des cas récemment même. Donc c'est un phénomène qui existe et donc on met en place aujourd'hui donc des stratégies de lutte. La CAF a sorti donc ce qu'on appelle un toolkit, c'est une boîte à outils pour former les gens. J'ai fait la formation de la FIFA, donc je suis un FIFA Guardian pour pouvoir contribuer à ça. Et c'est un combat que je veux mener vraiment parce qu'on ne peut pas laisser nos jeunes être victimes de pratiques inacceptables. Et c'est pas que le sexe, hein, c'est aussi de la violence physique, de la violence verbale, de la violence psychologique, des abus. On fait faire trop de choses aux jeunes, qu'on les épuise. Et quand un jeune n'est pas, bien dans sa tête, dans le sport, il ne sera pas bien dans sa tête, dans sa vie. Donc, on est en train de... C'est un impact plus que sur le sport, en fait. On parle de la vie d'être humain, on parle de leur équilibre social, psychologique et physique. Ça se voit que vous aimez beaucoup le sport, hein, mais pas que, parce que vous êtes également passionné de culture, de cinéma et bien entendu de rayonnement artistique. Vous êtes également engagé dans le cinéma ivoirien. Ma question là, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous considérez, vous, que la culture est aujourd'hui un levier essentiel pour le développement d'un pays comme la Côte d'Ivoire? Quand il n'y a plus rien, ce qui reste, c'est la culture. Quand on va à Venise, c'est pour voir les bâtiments, c'est pour voir les architectures. Quand on va dans les musées, c'est pour voir des choses qui ont été faites il y a 100, 200 ans, 300 ans, voire plus. Donc ce qui reste, c'est la culture. Donc c'est un vecteur tellement important parce que c'est ce qui reste. Ce sont les livres qui restent, ce sont les films qui restent aujourd'hui, ce sont des statues, ce sont des sculptures. Donc on doit occuper notre place dans ce domaine-là. Et je pense que la culture ivoirienne est riche. Il y a du talent. Le talent qui est ici, c'est incroyable. L'actualité ivoirienne du moment, c'est le retour du Djidji Ayokwe en terre ivoirienne après plus de 110 ans en France. Votre commentaire? Très bien, très bien. Non, il faut qu'une fois rentré, qu'on aille le voir. Il faut qu'on mette en place les conditions, comme on l'a fait au Bénin, pour qu'on aille le voir dans de bonnes conditions et que ce soit quelque chose qui soit vraiment au cœur de notre fierté nationale et qu'on puisse en faire un instrument visible par les jeunes, par les écoliers. Et ça, c'est un combat aujourd'hui. Les gens ne vont plus dans les musées. Donc il faut vraiment habituer les gens à retourner dans les musées. Il faut créer des choses, il faut faire les musées autrement. On a des projets dans ce domaine-là. On pense faire des musées de cire, parce qu'il n'y a pas assez d'hommages pour nos athlètes, pour nos sportifs, pour nos hommes de culture. Donc on voulait mettre en place un musée de cire, le modèle Madame Tussaud qu'on trouve dans tous les grands pays, en fait, pour célébrer et perpétuer la mémoire, en tout cas, de nos icônes, que ce soit sportifs, mais aussi culturels, cinéma, musique. Et donc, c'est ce genre de projets qui vont ramener les gens dans les musées. Dans la première partie de cette émission, vous avez parlé de la série musicale Mélodie, la victoire en chanson, qui a réuni de grandes stars africaines et internationales. Comment est-ce qu'on réussit à les rassembler tous? Non, ça c'est par le réseau, hein, par les connaissances, bouche à oreille. Donc, mais oui, je le connaissais, Lokwa Kanza aussi, Devarieux, Jacob, c'était via David Taïro. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc faire jouer les connaissances, le réseau, et donc on arrivait
à même faire chanter Kajanine, qui ne chantait plus, qui a accepté de faire un faux concert avec la mairie de Cocody, à l'époque, qui nous avait aidés, pour qu'on puisse la voir sur scène à nouveau. Kajanine, qui était une princesse burundaise, qui avait fait une chanson magnifique à l'époque, et qui est aujourd'hui dans le monde de la culture. Donc ça a été vraiment un vrai exploit. On a eu même un prix, on a eu un prix de la francophonie pour cette série-là. Alors, aujourd'hui, vous considérez comme un business angel. Qu'est-ce qui vous motive dans l'accompagnement des jeunes? Le talent. Sans la jeunesse, c'est notre avenir, donc il faut l'accompagner. Et un jeune ne peut pas forcément se payer les services d'un conseiller économique, d'un conseiller, d'un expert, donc il faut les accompagner. Je crois aux startups, je pense qu'on a du génie, et ce génie doit être accompagné. Moi, j'ai vu des choses, mais qui m'ont extraordinaires, en fait. Là, on a une startup aujourd'hui qui s'appelle Arnio, qui est dans le domaine donc, des bornes pour les véhicules électriques. C'est un jeune qui a 20 ans à l'époque, qui est venu me voir, via un ami, mais qui a conçu des véhicules automobiles et qui a conçu quasiment tout seul des bornes de rechargement. Donc c'est fantastique. Ce jeune-là n'avait pas les moyens, donc je l'ai hébergé, pas chez moi en tout cas, dans les bureaux. On a fait la place, on l'a accompagné, on a créé la structure, on a fait venir donc d'autres investisseurs. Aujourd'hui, Arnaud s'impose comme une start-up qui fonctionne. À travers Arnaud, on peut penser que c'est le signe que l'Afrique est en train de prendre de l'avance dans certaines technologies. Alors, je ne sais pas si on parle de l'avance, mais en tout cas, il est temps qu'on occupe notre place à nous. Et Arnio, c'est une borne qui est conçue et fabriquée en Côte d'Ivoire. D'accord. Et là encore, on aurait pu être accompagné, on n'a pas été accompagné, mais on a du talent. Il faut que ce talent-là soit protégé, soit nourri. Il faut créer des incubateurs. Il faut vraiment mettre en place des choses pour que ces talents s'expriment et puissent trouver vraiment un terreau fertile pour pleinement justement s'exprimer. À côté d'Arnio, vous travaillez également sur une application de comptabilité destinée aux commerçants peu alphabétisés. Ouais. En quoi cette innovation-là peut-elle changer la vie de milliers de personnes? Alors, à votre avis, il y a combien de personnes analphabètes en Côte d'Ivoire? Dites-nous. À votre avis? Alors, il y a à peu près 40% de personnes analphabètes. C'est énorme. J'étais moi-même surpris quand on m'a donné ce chiffre-là. Donc, ça fait beaucoup de personnes qui ne lisent pas ou lisent très mal ou très peu. Et donc, un téléphone portable, c'est quand même des choses qu'il faut voir, il faut lire, il faut envoyer des messages, trouver des noms. Et tenir une comptabilité, c'est quelque chose qui est difficile quand on ne sait pas lire et écrire. Donc avoir un instrument qui est à la fois un instrument de communication, mais qui vous sert en même temps, donc pour, sans savoir ni lire et écrire, tenir une comptabilité, c'est fantastique. Vous êtes alphabétisé en tout cas, c'est l'inclusion financière. Vous pouvez demain aller présenter un bilan à une microfinance, être accompagné. Et donc on l'a achevé, aujourd'hui ce produit est prêt, et on va le lancer. On est en train de faire encore d'autres tests avec des commerçants et des artisans pour lancer, pour le déployer en espérant que là on pourra vraiment toucher un maximum de gens parce que c'est important. Quand on arrive à augmenter le nombre de personnes alphabétisées, et il y a une autre application qui le fait, qui est un autre partenaire, Byte Informatique, c'est fantastique. On augmente le PIB d'un pays. C'est immédiat. Donc, plus on est alphabétisé, plus le PIB augmente. Donc, pouvoir mettre en place des instruments qui incluent les gens financièrement, voilà, c'est ce qu'on veut faire. C'est bien, Fred. On tire allègrement vers la fin de l'émission. Là, maintenant, je vais vous proposer de nous parler de votre vision pour le continent africain, votre vision pour le pays dont vous êtes originaire, la Côte d'Ivoire. C'est une question vraiment, vraiment très compliquée. Ma vision, d'abord, c'est un souhait, la paix. Parce que sans paix, on ne peut pas se développer. Aujourd'hui, le monde est en ébullition et ça fait peur. Et on est protégé un peu, en tout cas, pour le moment, et on espère qu'on le sera encore. Donc, il faut vraiment, vraiment qu'on soit concentré sur la paix. Et je pense qu'il faut vraiment accompagner la jeunesse. Moi, c'est ça. La culture est importante, il faut l'accompagner, mettre en place des choses pour la culture, accompagner la jeunesse, parce qu'on est des pays jeunes, comparé à l'Europe aujourd'hui, comparé même à l'Asie, à des pays comme le Japon, c'est une population vieille. Ce n'est pas le cas, c'est notre force aujourd'hui, la jeunesse est notre avenir. Justement, à cette jeunesse africaine, c'est quoi le message que vous donnez à tous ceux-là qui rêvent d'entreprendre? Il faut persévérer, c'est pas évident, c'est vrai que c'est difficile, on a des moments très difficiles, mais je pense que quand on persévère, on peut y arriver. Et le message, c'est voilà, de se faire accompagner. C'est pas, il faut savoir trouver les bons partenaires, il faut croire en soi, il ne faut pas être naïf non plus. C'est très important, il faut être réaliste. Il ne faut pas penser qu'on vient renverser le monde et changer les choses. Il faut être humble,
mais persévérer, se faire accompagner et croire en soi. Je pense que la confiance en soi est l'élément déterminant aussi. Je crois en l'Afrique, je crois en la Côte d'Ivoire et je pense qu'on va faire des choses formidables. Zébi Alfred, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On a pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Merci d'être passé sur ce plateau. Le plaisir était partagé et vraiment, c'est pas facile d'être en face de vous. Mais bon. Je tiens à rappeler que vous êtes avocat de formation, consultant international pour les Nations Unies et ONG internationales. Vous êtes également entrepreneur engagé dans le sport, dans la culture, mais également dans l'innovation. Merci encore. Mesdames et messieurs, on a terminé cette émission. Merci de nous avoir suivis.